Bon, bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer, puis d'autres personnes nous rejoindront en cours de route. On a donc 1 heure devant nous pour cette 5e édition des webinaires du CRESEP. Donc 1 heure dédiée aujourd'hui au retour d'expérience sur les études prospectives qui sont notamment menées et accompagnées par le projet LIFE au climat, pardon. Donc, on est en compagnie, et j'en profite pour les remercier, de Céline Boisson, qui est chargée de mission au SAGE Sioule de l'EPT Loire et qui va nous faire un retour sur le déploiement de l'outil de diagnostic des vulnérabilités au changement climatique sur son territoire. Et en compagnie également de Stéphane Loriot, qui est directeur de l'EPTB Vienne et qui va nous faire un retour sur la conduite de l'étude prospective sur le bassin de la Vienne et de l'ensemble des démarches qui ont été réalisées pour mobiliser les acteurs, notamment autour des résultats et actions à mettre en œuvre suite à cette étude prospective. Donc, nous vous proposerons, suite à ces interventions, des temps d'échange. Donc, les questions pourraient être posées soit directement en levant la main, comme vous le savez, ou via le chat si vous le souhaitez également. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré. Donc, merci de bien couper vos micros le temps des présentations. Jean-Philippe Vidal est également avec nous, hydroclimatologue à l'INRAE et dans le projet Life Way Climat pour répondre à des questions sur ce sujet si besoin. Donc, Céline, je vous propose de prendre la main et de commencer avec votre présentation. Très bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis chargée de mission à l'établissement public Loire, donc sur le bassin de la Sioule. Concrètement, du coup, je vais vous expliquer. Alors, est-ce que je n'arrive pas à passer la diapo maintenant? Ah, ça a été bloqué. C'est bon, c'est arrivé. Bon, donc, l'objectif, c'est effectivement de vous faire part un petit peu de notre retour d'expérience concernant le déploiement de l'outil diagnostic des vulnérabilités au changement climatique qui a été mise au point dans le cadre de l'action C1 du projet LIFE. Donc, juste pour vous resituer un petit peu le bassin de la Sioule très rapidement, donc c'est un territoire qui fait à peu près 2500 km² qui est situé au cœur de l'Auvergne, donc à cheval, puis de Dôme allié principalement. Un territoire qui est extrêmement rural, où effectivement on a une dominante d'activités agricoles. On a un petit peu d'hydroélectricité aussi qui jalonne le long de l'axe Sioule. Et puis, comme beaucoup de territoires de tête de bassin, on a des milieux qui sont relativement préservés, comme en témoigne le grand nombre de zonages environnementaux. Donc, du coup, le SAGE Sioule, lui, il a été approuvé en 2014. Donc, c'est un SAGE qui commence à être un petit peu vieillissant, mais pour lequel on a reporté un petit peu la révision tant qu'on avait des études stratégiques qui étaient encore en cours. Pour autant, donc, pour tenir compte des enjeux actuels, il y a eu des discussions au niveau de la clé pour prendre en compte notamment le changement climatique dans les prochaines actions qui sont mises en œuvre sur le territoire. Et donc, effectivement, tout dans ce nouveau contexte, en fait, qui en plus a été marqué par les dernières années de sécheresse, eh bien, tout le volet ressources en eau a donc pris beaucoup d'ampleur. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sent que la situation commence à se tendre autour donc, du partage de la ressource entre l'amont et l'aval, donc de part et d'autre d'un grand barrage hydroélectrique qui est en plein centre du bassin, et puis également entre les différentes catégories d'usagers, donc aussi bien les associations de l'environnement que les professions agricoles. Enfin voilà, ça commence un petit peu à avoir des discussions autour de la ressource en eau. Donc, du coup, on a pu faire un petit état des connaissances que l'on disposait autour du changement climatique. Donc, les données auxquelles on a fait sur lesquelles on se s'est basé il y a déjà quelques années sont issues de Explore 2070 pour ce qui concerne les variables climatiques. Et puis également du projet de recherche HydroQual pour ce qui concerne les variables hydrologiques. Donc, sans grande surprise, on s'aperçoit qu'on va avoir une bonne hausse des températures sur le bassin, avec une hausse de température aussi bien de l'air que de l'eau,
des débits qui vont s'effondrer, notamment en période d'étiage. Donc, c'est vrai que ça a interpellé un bon nombre de membres de la clé. Et c'est un petit peu de là que la première sensibilisation et puis prise de conscience sur le territoire s'est faite. Et donc, du coup, face à tout ça, eh bien, effectivement, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens, hein. On ne sait pas exactement vraiment à quoi s'attendre, parce que bon, maintenant, 2070, ça datait un petit peu, et puis finalement, ça reste des modélisations. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de choses qui restent en suspens. Et donc, effectivement, quand le projet LIFE on nous a proposé de participer, eh bien, c'est avec grand plaisir que les acteurs de la clé ont souhaité y prendre part. Donc, concrètement, dans le projet LIFE, donc, nous, on intervient dans le cadre de l'action C1 qui consiste à mettre en exergue des outils d'aide à la décision. Donc, il y a un guide pour cela qui a été mis en place par Actera. On essaye de décliner sur notre territoire. Donc, c'est un guide qui cible à la fois l'animateur et la personne en charge du diagnostic et qui accompagne ces deux cibles dans chacune des étapes du diagnostic. Donc, concrètement, faut voir que… nous, on est là pour tester cet outil. Donc, on décline cette méthodologie. Aujourd'hui, celle qui vous est présentée, c'est celle que nous, on a donc déclinée, mais il n'est pas improbable qu'il y ait des adaptations à l'issue de ce test pour ensuite la sortie du guide définitif, en fait, qui sera fourni à la fin du projet LIFE. Donc, concrètement, c'est quoi le diagnostic des vulnérabilités au changement climatique? En quoi ça consiste? Tout simplement à analyser les conséquences locales, autrement dit les impacts du changement climatique, qui s'exerce donc sur un territoire qui sera plus ou moins sensible et selon des projections du climat et de l'hydrologie, donc qui peuvent être variables localement. Et donc, l'objectif premier du diagnostic, ce sera pour nous, en tout cas, on le voit dans ce sens-là, c'est d'identifier les axes prioritaires d'action pour le futur. Et ce sera également un socle indispensable à la définition plus tard d'une stratégie d'adaptation locale. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Donc, d'un côté, on va avoir un système climatique qui est caractérisé par son évolution passée et future. De l'autre côté, on a un territoire avec ses caractéristiques qui sont propres. Et donc, c'est le croisement de ces deux systèmes, entre guillemets, qui va permettre d'établir un diagnostic en fonction des expositions aux aléas et en fonction de la sensibilité du territoire. Après, effectivement, en fonction de cette vulnérabilité, viendra dans un second temps permettra de définir une stratégie d'adaptation en fonction donc des capacités d'adaptation qui pourront être mises en œuvre. Donc, les aléas, ils sont décrits selon des facteurs climatiques, donc à savoir suivant la nature, la durée, l'intensité, la localisation, qui pourront être, qui vont définir l'aléa. Et ces facteurs climatiques, pour qu'ils puissent être parlants, ils sont transposés sous forme d'indicateurs. De la même manière, la sensibilité, elle sera définie via des facteurs non climatiques qui également seront transformés sous forme d'indicateurs. Et c'est ces deux indicateurs-là croisés qui vont nous permettre de définir la vulnérabilité vis-à-vis de l'impact. Donc, nous, c'est un petit peu particulier sur le territoire dans le sens où on a choisi de réaliser ce diagnostic en interne. Donc, pour cela, au sein de l'établissement public Loire, il y a une équipe projet qui a été mise en place. Donc, c'est moi-même qui me charge de la réalisation de l'étude. Et puis, je suis en accompagnement avec Actera qui a défini le guide. Et puis, on a également, on sollicite temporairement notre sigiste pour pouvoir nous accompagner dans la réalisation du diagnostic. Bon, même si on fait une réalisation en interne, il est bien sûr inconcevable de faire cela dans notre coin tout seul. Donc, il y a un comité technique et scientifique qui a été mis en place
alors qui est composé du bureau de la clé, des experts scientifiques de Météo France, de l'INRAE et du CEREMA, et puis des partenaires techniques territoriaux qu'on a l'habitude d'associer dans le cadre de nos démarches. Et ensuite, eh bien, la validation finale sera du ressort de la commission locale de l'eau. Et pour pouvoir permettre un meilleur partage des résultats, on envisage également de réaliser un forum de l'eau à la fin de l'étude, donc ouvert à l'ensemble des acteurs du bassin. Donc concrètement, en termes de calendrier, à quoi ça correspond et au niveau de la déclinaison des différentes phases. Donc, ce diagnostic, il est divisé en 5 phases. La première qui consiste à définir un petit peu le cadrage de l'étude, c'est-à-dire quels objectifs on se donne et comment finalement on va le mettre en œuvre. Donc, la deuxième phase qui s'ensuit, c'est ensuite d'identifier les facteurs de vulnérabilité, autrement dit de choisir les impacts et quels sont ce qui vont être, enfin, les impacts, comment on va pouvoir les caractériser, qu'est-ce qui va dépendre de cet impact. Et ensuite, la transformation d'indicateurs, comme évoqué tout à l'heure, pour pouvoir faire le croisement et donc évaluer les différentes vulnérabilités. Donc, initialement, on avait prévu 9 mois. Alors, c'est vrai qu'à la base, on nous avait dit que à peu près 4 mois seraient nécessaires pour décliner la méthodologie. On avait pris un peu de précaution parce que forcément, en tant qu'animateur sage, on n'a pas que le diagnostic à faire. Donc, forcément, on avait pris un peu de marge et on est déjà en retard sur cette programmation-là. Globalement, où c'est qu'on en est aujourd'hui? On a réalisé la phase 1. La phase 2, on l'a faite aussi. On est au cœur de la phase 3 et de la phase 4, pour faire simple. Donc, en ce qui concerne la phase 1, le cadrage technique, eh bien, il faut déjà définir le territoire d'étude, l'échelle de travail, sur quelle thématique on souhaite travailler, à quel horizon temporel on se place, quelles sont les simulations climatiques qu'on souhaite utiliser, les simulations hydrologiques également, et sous quel scénario socio-économique on souhaite se placer. Donc, sur le bassin, on a choisi une approche multimodèle qui permettra d'essayer de balayer l'ensemble des possibilités, aussi bien des modèles chauds, froids, humides, secs, mais également des modèles extrêmes, des modèles plus médians. Donc là, c'est vrai que c'est un travail qui a été relativement long, ce choix des simulations climatiques, hydrologiques, tout ça, quel horizon. Moi, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas et donc j'avoue que le travail a été important. Heureusement qu'il y a eu cette collaboration forte avec les experts scientifiques pour pouvoir un petit peu dégrossir tout ça et puis pouvoir mieux comprendre un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire qu'une modélisation, comment c'était bâti. Donc, voilà, là, un grand merci effectivement à tous ceux qui m'ont aidé dans cette tâche. Ensuite, la deuxième phase, donc les facteurs de vulnérabilité, concrètement, c'est quoi? Au niveau climatique, ça va être plutôt correspondre aux variations climatiques significatives que l'on va avoir sur le territoire. Donc, ça signifie en amont aussi de pouvoir étudier comment le climat va évoluer chez nous. Donc, derrière, il a fallu télécharger toutes les données sur DRIAS, essayer de les croiser, de calculer les indicateurs à droite, à gauche pour pouvoir mettre en exergue finalement quelles vont être les évolutions climatiques attendues sur notre bassin. Et puis donc, de l'autre côté, les facteurs de vulnérabilité non climatique, eux, sont caractéristiques de notre territoire et donc ça va être l'occupation du sol, par exemple, quelles sont les activités sensibles que l'on va avoir, ainsi de suite. Donc, première étape pour définir ces facteurs, ça a été d'identifier quels impacts potentiels on souhaitait étudier. Je ne vais pas tous les lister sur le bassin de la Sioule, mais globalement, on a à la fois des impacts, on a essayé de brosser un large panel, donc des impacts sur les aspects quantitatifs, qualitatifs, sur les milieux, sur les risques. Et le but, c'était également de pouvoir caractériser l'ensemble des activités, qu'on ait
une analyse vis-à-vis de l'eau potable, vis-à-vis de l'agriculture. Donc, on a essayé d'en sélectionner. Donc, on en a sélectionné 10. Ça commence à faire déjà pas mal. Et avec ces 10, voilà, on espère avoir brossé un petit peu tout sur le bassin. La deuxième étape qui est demandée dans le cadre de ce diagnostic, c'est ensuite de définir des chaînes d'impact. Autrement dit, on a un impact potentiel qu'on a caractérisé avant et on essaye de comprendre quels sont les facteurs qui vont l'influencer. Donc là, par exemple, on a la hausse des besoins pour l'irrigation qui va dépendre de l'augmentation des températures, de la baisse des précipitations, de l'évapotranspiration qui va à la hausse, et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, on a des facteurs non climatiques qui vont être expliqués un petit peu les sensibilités du bassin, savoir donc quels sont les besoins pour les différentes cultures, quel type de culture on va avoir. Voilà, c'est vraiment des caractéristiques propres à chaque territoire. Donc, nous, on aura fait certains choix. Peut-être qu'effectivement, sur d'autres bassins, ce sera d'autres choix qui sera plus judicieux de prendre, et ainsi de suite. Ce travail-là, pour qu'il soit constructif, donc il était proposé de réaliser des ateliers. Donc, c'est ce que l'on a fait. On a convié un panel d'acteurs sur le bassin qu'on a réunis en plusieurs petits groupes. Ils ont tourné et ainsi de suite pour pouvoir un petit peu faire ressortir les facteurs climatiques qui leur paraissaient essentiels à prendre en compte et également les facteurs non climatiques donc, qui étaient à l'origine de la sensibilité de notre bassin. L'objectif de cette visualisation sous cette forme de chaîne d'impact, c'est vraiment de pouvoir faire un lien assez facile entre les causes et les effets attendus sur le bassin. Une fois qu'on a identifié donc, les facteurs climatiques qui nous semblent les plus prépondérants, il faut les transformer sous forme d'indicateurs. Donc, c'est l'objectif de la phase 3. Et l'objectif d'un indicateur, c'est quand même qu'il soit représentatif, relativement objectif et puis surtout spatialisable. Et c'est là la difficulté qu'aujourd'hui on rencontre sur le bassin, c'est que quand on travaille, on a fait le choix de travailler à l'échelle des masses d'eau, eh bien, ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir des indicateurs que l'on peut spatialiser à l'échelle de la masse d'eau parce qu'on se retrouve souvent avec des masses d'eau qui sont assez similaires sur certains secteurs. Donc après, on a choisi d'élargir un petit peu notre échelle et de travailler, alors certes à l'échelle de la masse d'eau, mais également de présenter les résultats à l'échelle des unités hydrologiques. Donc sur le bassin, on passe de 33 masses d'eau, pour faire simple, à 6 unités hydrologiques. Donc ça nous permettra d'avoir une vision un petit peu plus globale. Il ne faut pas oublier quand même que c'est issu de modélisation. Donc derrière, on a quand même des biais méthodologiques, des biais scientifiques. Et donc, du coup, aller chercher de la précision à l'échelle de la masse d'eau, ça peut être plus difficile à analyser quand même. Donc, concrètement, comment ça se passe, la transformation des facteurs en indicateurs? À titre d'exemple, donc, je vous ai mis la difficulté d'approvisionnement en eau potable. Eh bien, quand on va parler de baisse de débit, on va plutôt analyser, par exemple, les débits moyens journaliers ou les débits d'étiage, la baisse des précipitations également. Et puis, les facteurs de vulnérabilité non climatique qui avaient été identifiés, c'est par exemple savoir si on avait des réseaux qui étaient interconnectés ou non, si on a des ressources qui sont actuellement exploitées modérément ou plutôt fortement. Et donc, on a également choisi les indicateurs pour témoigner des difficultés actuelles d'approvisionnement en eau potable, à savoir donc le nombre de jours en difficulté ou le nombre d'habitants concernés par cette difficulté. Donc derrière, dans ces choix d'indicateurs, il faut aussi être en mesure d'aller chercher les données qui s'y cachent. Et ce n'est pas toujours chose aisée pour qu'on ait des données homogènes à l'échelle d'un bassin qui soient assez récentes malgré tout. Donc ça, c'est quand même une des difficultés à souligner dans le cadre de la déclinaison de ces diagnostics. Et donc la prochaine étape, on n'y est pas encore tout à fait, ça va être le croisement de ces deux indicateurs pour voir un petit peu
où se situent nos différentes vulnérabilités. Cet exercice-là, on le fait pour chaque impact. Donc, d'où la nécessité de bien se poser les questions à la phase 1 au niveau du cadrage. Combien d'impacts on souhaite caractériser? Parce que derrière, c'est autant de calculs à multiplier. Au niveau donc de l'évaluation des vulnérabilités, donc chaque indicateur, parfois on peut avoir donc plusieurs indicateurs pour un même impact, on les a scorés et c'est le croisement de ces scores qui va nous permettre d'avoir un gradient de vulnérabilité en fonction donc des différents territoires. Donc là, nous, cette phase-là, on ne l'a encore pas réalisée. C'est pour ça qu'en termes de représentation graphique, c'est celles qui figurent dans le guide. Mais voilà un petit peu ce qui peut être attendu en termes d'évaluation de vulnérabilité. C'est de pouvoir mettre en exergue à différentes échelles eh bien, les territoires les plus vulnérables vis-à-vis des aléas et vis-à-vis de la sensibilité déjà observée aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on est sur le diagnostic, il est très parlant dès l'instant où on le passe sous forme cartographique. Sinon, c'est assez indigeste puisque c'est un énorme tableur qui croise tout un tas de données. Donc, cet exercice cartographique est très important, notamment pour ensuite aller vers les acteurs de la clé. Donc, je vous ai mis un petit exemple du travail réalisé sur la sensibilité des milieux à l'eutrophisation. Eh bien, au niveau des indicateurs qui ont été pris, donc vous avez en gras les facteurs de vulnérabilité qui avaient été identifiés dans le cadre de l'atelier, et puis dessous, les différents indicateurs qui ont été utilisés pour pouvoir caractériser la sensibilité du bassin. Donc, effectivement, on s'aperçoit que au niveau de l'eutrophisation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, ça fait autant d'indicateurs qu'il faut croiser. Et donc, pour chaque indicateur, on a fait le choix de le définir sous forme de 3 classes, à savoir est-ce qu'on est faible, moyen ou fortement sensible. Et c'est la somme, en fait, de toutes ces sensibilités qui ensuite ont été reclassées et qui permettent après d'avoir un score gradué de 1 à 5. Donc, pour faire rapide un petit bilan du test, ce qui est assez agréable, c'est qu'effectivement, le guide qu'on a mis à disposition par Actera, il est quand même relativement facile à lire. Il est présenté sous forme de fiches. Ça aide pas mal. Attention, par contre, donc là, à voir comment le guide va évoluer, mais effectivement, en voulant cibler 2 personnes, eh bien, faut que chacun puisse s'y retrouver, l'animateur et celui qui réalise. Bon, là, en l'occurrence, j'étais toute seule, donc c'est un peu plus facile. Mais sinon, il faut peut-être revoir un petit peu pour bien caractériser quels sont les conseils à destination de chacun des acteurs. La réalisation en interne est plutôt intéressante dans le sens où on est peut-être plus près des préoccupations de la clé que si l'on passe par le biais d'un prestataire. Bon, l'inconvénient, c'est peut-être qu'on a un peu moins de recul également sur ce qui peut se faire par ailleurs. Alors, c'est une démarche qui est très intéressante. J'y viendrai sur la dernière diapositive. C'est que effectivement, le lien entre les acteurs du territoire et les scientifiques, c'est quelque chose de très enrichissant. Donc après, ça va également, autre point positif, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle vision du territoire. C'est vrai que cette manière-là de travailler, derrière, ça va nous permettre de rebrosser un nouveau diagnostic dans le cadre de la future révision. Et on ne va pas forcément prendre les choses de la même manière que ça avait été fait au moment de la première élaboration. Donc, ce sera une autre façon de faire et une nouvelle base pour la suite. Donc après, attention, par contre, au niveau du diagnostic, si la démarche est très intéressante, elle prend du temps et donc, du coup, ça nécessite également, si on souhaite le faire en interne, d'avoir du temps à y consacrer et d'avoir quand même une équipe avec un bon niveau d'expertise parce que ce n'est pas toujours évident de rentrer dans tous ces systèmes de modélisation
la complexité des différents outils aussi qu'il faut utiliser. Donc là, je sais qu'avec le projet LIFE, et l'avantage, c'est qu'il y aura pas mal d'indicateurs qui vont ressortir, mais au moment où les premiers travaux ont été faits dans le cadre du diagnostic, on n'avait pas tous ces éléments-là et donc, du coup, il a fallu les calculer, les indicateurs. Ça n'a pas été simple d'aller chercher à recalculer tout ce qui est indicateurs de crue, d'étiage, tout ça. Voilà, il y a eu pas mal de traitements statistiques derrière et tout. Donc, bon, ça nécessite quand même un petit peu de comprendre toute la mécanique pour pouvoir avoir du recul sur les données qui en ressortiront. Après, autre point de vigilance aussi, les acteurs locaux chez nous sont intéressés par cette étude, puisque c'est même eux qui ont souhaité y participer. Par contre, clairement, il faut vulgariser, parce que derrière, ils sont vite dépassés. Et donc, on avait fait le choix, nous, de pouvoir associer à la fois les acteurs locaux et les experts scientifiques dans le même comité de pilotage. Je ne sais pas si c'était à refaire, si on le ferait, parce que finalement, le fait de se côtoyer, ça peut être enrichissant, mais ils ne parlent pas forcément le même langage. Donc voilà, vigilance là-dessus. Et nous, cet outil de diagnostic, on le prend comme un outil de sensibilisation qui va nous être utile pour la suite, à la fois dans le cadre de la révision du SAGE et à la fois dans le cadre de l'étude HMUC qui verra le jour. On va avoir une pré-étude HMUC qui va se lancer d'ici quelques semaines et qui va évoluer vers une étude HMUC plus approfondie d'ici plusieurs mois. Et donc, on espère que ça puisse participer à la caractérisation du volet climat de cette étude-là également. Et donc, du coup, un point sur cette démarche qui est un petit peu particulière, sur lesquelles les acteurs du bassin ne sont pas familiarisés à la base, c'est justement ce croisement entre l'approche très scientifique et l'approche plutôt gestionnaire, qui, à la base, ne vont pas chercher les mêmes objectifs. D'un côté, on a une volonté d'améliorer les connaissances sur le long terme, alors que de l'autre côté, on a besoin de répondre à un besoin immédiat. Donc, derrière, entre le long terme et le besoin immédiat, il faut trouver un bon compromis qui n'est pas forcément évident. D'un côté, à défaut d'avoir la connaissance scientifique, les gestionnaires vont plutôt avoir l'habitude de répondre par le biais de dires d'experts. Et pour autant, ces dires d'experts, on sait qu'ils sont imparfaits, qu'ils sont critiquables. Et donc, c'est toujours intéressant de s'appuyer aussi sur des modélisations qui sont issues du monde de la recherche, qui, attention pour autant, comportent un certain panel d'incertitudes. Et ça, il faut aussi le faire comprendre aux gestionnaires. Donc là, voilà, le rôle de l'animateur dans tout ça, c'est aussi de faire ce lien entre ces deux mondes qui n'ont pas forcément à la base l'habitude de se côtoyer. Et pour autant, dans ce type de démarche, c'est une approche qu'on est vraiment ces deux acteurs différents autour de la table. C'est quand même très enrichissant, puisque clairement, moi, le choix des simulations et des scénarios, toute seule, j'aurais été bien incapable de les faire si je n'avais pas été accompagnée. Et inversement, d'avoir une approche trop scientifique, le fait d'avoir de s'associer à des gestionnaires, ça permet aussi de peut-être mieux la contextualiser et de prendre en compte les enjeux locaux. Donc voilà, c'est donnant-donnant et je pense, j'espère qu'en tout cas sur le bassin de la Sioule, à la fin de la mise en œuvre de ce diagnostic qui va être prévu, on va dire, premier trimestre 2023, on pourra en ressortir grandi chacun de notre côté. J'espère avoir été assez concis. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup pour ce témoignage d'une étude effectivement fort intéressante, complexe aussi dans la mise en œuvre. On le voit bien, c'est vrai que la mise en place de ces indicateurs, c'est toujours un petit peu compliqué et beaucoup de concertation aussi qui est à la base de tout ça. Est-ce que potentiellement il y a des questions sur cette intervention ou des témoignages, des retours?
a priori rien dans le chat. Une question éventuellement? Oui. Pierre Touzac de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur la délégation Centre-Loire, donc globalement la région Centre. La présentation a déjà été très claire, j'ai trouvé. Donc merci. J'avais 2 questions. La première, tu dis que c'est chronophage. Est-ce que tu peux préciser, ça représente combien en termes de, soit de nombre de jours, soit une idée d'un pourcentage de ton temps de travail? Et la deuxième question, c'est que finalement, ça traite pas mal de données. Donc, tu dis que tu as fait l'animation en interne, mais j'imagine qu'on ne peut pas se passer d'avoir un prestataire qui maîtrise toute la question des données de RIAS et compagnie. Tu confirmes ou tu penses que c'est envisageable de faire ça aussi en interne? Eh ben, moi, je l'ai fait, en tout cas. Globalement, de mars à juin, j'y ai passé, allez, on va dire 90% de mon temps. Après, clairement, il y a eu d'autres priorités au niveau du SAGE, donc j'y ai passé, on va dire, allez, un quart de mon temps à peu près. Donc, ça reste, voilà, faut l'anticiper. C'est vrai que si on le fait en interne, voilà, il faut pouvoir juger du temps qu'on a à y consacrer. Ok, et du coup, la partie récupération de données, tu l'as fait en interne parce qu'au niveau de l'EPLOIR, il y a des compétences qu'on peut développer. Ben, c'est moi-même qui l'ai fait, en fait. Okay. En soi, télécharger les données, il faut aller sur le portail DRIAS, c'est pas si compliqué que ça. Le tout, c'est de savoir finalement quelles données on recherche. Et c'est plus là, pour le coup, il faut quand même il faut aller creuser un petit peu sur le portail pour comprendre finalement quelles données on va avoir besoin. Ok. Et une dernière question à laquelle tu m'as fait penser. Est-ce qu'un stagiaire, un appui comme ça ponctuel, apprenti, est-ce que ça peut permettre de décharger le temps de travail de l'animateur en faisant quelque chose, puisque finalement c'est tellement complexe et c'est tellement des liens avec les acteurs locaux que ça apporterait pas grand-chose? Oh bah, je pense que ça peut toujours être utile, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il soit lâché tout seul dans la nature, hein. Il y aura besoin quand même d'un encadrement et d'un cadrage important, je pense. Au moins pour la récupération des données, ça paraît, enfin, le traitement des données, ça paraît envisageable ou c'est... Alors après, dans le cadre du projet LIFE, au niveau des traitements de données, on va avoir à disposition des indicateurs qui seront déjà fournis. Donc, en soi, c'est déjà plus facile. Moi, ce qui m'a pris beaucoup de temps d'avril à juin, grosso modo, j'ai mis un mois pour vraiment rentrer dans le sujet et comprendre toute la mécanique. Et ensuite, j'ai aussi passé un mois à faire du calcul d'indicateurs, quoi. Ces calculs-là, il n'y aura pas besoin de l'avoir à les refaire puisqu'ils vont être disponibles. Ok. Alors, Jean-Philippe, tu vas en profiter peut-être pour répondre aussi à une question dans le chat sur le guide et la mise à disposition de ce guide-là qui n'est pas pour le moment. Il est en test et l'idée, c'est qu'il soit mis à disposition une fois que les retours seront faits, je suppose, des territoires tests. Je ne sais pas si Céline ou tu as une idée. C'est le but, effectivement. Ouais. Et qu'une fois que nous, on aura terminé, il faut qu'on refasse un bilan auprès d'Actera de notre retour d'expérience. Et de là, le guide pourra être amendé avec quelques recommandations supplémentaires, des éclaircissements sur certains points problématiques et ainsi de suite. Et c'est qu'à l'issue donc du projet LIFE que le guide pourra être mis à disposition. Le but, c'est l'idée de pouvoir tester la méthodologie, c'est qu'après, elle puisse être facilement réplicable sur l'ensemble du territoire. C'est dans ce sens-là où la méthodologie elle a été développée. La complexité qu'on a eue au niveau de la mise en œuvre, c'est que finalement, le projet LIFE avait pris un peu de retard sur certains éléments et donc, du coup, il y avait une moins bonne adéquation des calendriers, des différentes actions du projet et ça fait que derrière, il a fallu un petit peu faire la jonction, quoi. Mais sinon, globalement, je pense que ça devrait être assez aisément réplicable. Après, on dépend effectivement le degré aussi de précision qu'on veut aller chercher, hein.
Nous, on a choisi d'aller de manière assez précise dans chaque impact, d'en caractériser beaucoup. Il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Jean-Philippe, peut-être un mot avant de passer la parole à Stéphane, qu'il a un peu de temps pour présenter quand même son travail. Oui, rapidement pour revenir sur la question, donc les deux choses qui ont pris beaucoup de temps à Céline du côté des facteurs de vulnérabilité hydroclimatique, c'est effectivement comprendre en fait ce qu'il faut télécharger. Donc c'est toute une compréhension qu'on essaye de mettre dans un guide, un livre blanc pour savoir selon ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Et puis il y a tout le calcul d'indicateur en fait qui va être fait dans le cadre du projet Explore 2. Donc c'est ce projet qui génère en fait toutes ces projections climatiques et hydrologiques, dont Céline on a utilisé le début de tous ces ensembles-là. Donc tous ces indicateurs seront disponibles sur le site DRIAS-O, donc il y aura pas à les calculer, ou en tout cas beaucoup moins, il y en a beaucoup qui seront disponibles. Donc voilà, on travaille à faciliter ce qui a pris beaucoup de temps à Céline. Merci. Céline, je veux bien que tu arrêtes le partage, si tu veux bien, de ton écran pour que du coup Stéphane puisse prendre le relais, si vous voulez bien. Alors... ouais. Est-ce que vous voyez l'écran du coup ou... Tout à fait. Par contre, très bien. Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Stéphane Loriot, directeur de l'EPTB Vienne. Donc, je vais vous présenter un retour d'expérience sur la réalisation d'une étude prospective sur l'évolution du climat à l'échelle du bassin de la Vienne et sur les effets induits sur la ressource en eau. Donc, alors le bassin de la Vienne, donc, vous avez la carte à l'écran. Donc, c'est un bassin qui est à cheval sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Donc, pour vous repérer, les villes principales sont Limoges et Poitiers. C'est un bassin qui s'étend sur 8 départements et qui représente 21 157 km². Donc, à l'échelle de ce bassin, donc le PTB Vienne exerce les missions classiques des EPTB. Donc, nous portons notamment 4 sages, donc les 4 sages du territoire, un PAPI. Nous intervenons à différents niveaux dans le cadre de contrats territoriaux, gestion des milieux aquatiques également. Et il y a un sujet qui, depuis les dernières quelques années, donc, a pris vraiment une place centrale dans la politique de l'EPTB Vienne. C'est le sujet de l'adaptation au changement climatique, qui a conduit l'établissement en 2018 à établir une stratégie d'adaptation au changement climatique qui se décline en un volet orienté vers les connaissances, donc, que je vais vous présenter, et puis un volet plus opérationnel qui est également en cours de mise en œuvre. Alors, en ce qui concerne les connaissances, donc, alors, nous avons plusieurs études en cours sur le territoire. Donc, la première donc, est l'étude prospective donc, sur la caractérisation du climat et les effets induits sur la ressource en eau. Donc, c'est l'étude qui est réalisée dans le cadre du LIFE Eau et Climat, donc, qui est aujourd'hui terminée. Elle a été restituée cet été. C'est une étude qui, enfin, notre besoin était de pouvoir communiquer aux acteurs du territoire des données les plus précises possibles, les plus localisées possibles sur l'évolution du climat et donc l'impact sur la ressource en eau, dans le but de faire bouger les lignes, de mobiliser les acteurs, les décideurs du territoire en faveur donc, de politiques d'adaptation au changement climatique. Donc l'une des conditions aussi de cette étude a été de restituer une étude la plus accessible possible pour l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, alors cette étude a bénéficié d'une plus-value au niveau du LIFE Eau et Climat, donc déjà en termes de résonance par rapport à ce projet, mais également a bénéficié de la mise à disposition à titre gracieux de données, issu en particulier de Météo France, qui nous a été très utile, et puis aussi de l'expertise des scientifiques du LIFE, notamment Météo France, INRAE, donc avec des hauts niveaux d'expertise qui ont été également très utiles pour la réalisation de cette étude. Donc sinon, en marge de cette étude, nous menons d'autres travaux sur la question notamment du changement climatique, une étude sur le fonctionnement hydrologique des têtes de bassin de la Vienne. Donc là, on est sur des plus petits territoires.
où l'enjeu, là, c'est d'équiper des équipements hydrométriques et piézométriques des sous-bassins, une vingtaine de sous-bassins, pour suivre précisément l'impact du changement climatique sur ces territoires particuliers de petits ruisseaux, de zones humides, etc. Et puis, donc, vous en avez aussi parlé tout à l'heure, donc on réalise des études HMUC, donc au niveau des 4 sages du territoire. Donc, nous avons actuellement 3 études HMUC en cours, dont 2 qui se terminent au premier trimestre 2023, et puis une qui débute. Donc, bon, vous connaissez ces études, hein. Le but, c'est de définir des modalités de gestion, des règles aussi de partage de la ressource en eau, donc qui seront déclinées dans le cadre des sages du territoire. Donc, on a vraiment une complémentarité, on commence à être doté d'outils assez performants de caractérisation, notamment des effets du changement climatique sur notre territoire. Je vais rentrer plus dans le détail de l'étude prospective donc, sur le changement climatique. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par Antea, qui s'est déroulée entre mars 2021 et juin 2022. En termes de gouvernance, donc, nous avons mis en place un comité scientifique, donc un comité restreint d'une douzaine de chercheurs, donc, qui a associé bien sûr les scientifiques du projet LIFE, eau et climat, mais également d'autres scientifiques locaux issus d'universités, de différents organismes, donc notamment des climatologues plutôt spécialisés sur les questions agricoles, donc des hydrologues, des chimistes de l'eau, des hydrogéologues, météorologues, etc., du territoire. Donc, on a activé notre carnet d'adresses pour mobiliser l'ensemble de ces compétences sur le territoire, avec un comité donc, qui s'est réuni à 4 reprises, sans compter donc, tous les échanges intermédiaires qui ont eu lieu, donc qui a bien fonctionné, qui là encore apporté une plus-value tout au long du déroulement de l'étude, notamment pour les arbitrages. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées tout au long de l'étude, et donc ce comité a permis de débloquer différentes situations. Donc on est plutôt satisfait de ce mode de fonctionnement. Et puis pour présenter et partager les résultats avec le plus grand nombre d'acteurs du territoire, nous avons organisé au cours de cette étude 2 séminaires, donc le premier en 2021 et le deuxième cet été en 2022, enfin au mois de juin en 2022. Donc des séminaires ouverts au plus grand nombre. Donc le premier séminaire Covid oblige avait été organisé en distanciel et avait mobilisé 180 personnes. Donc des acteurs du bassin de la Vienne avaient été ciblés. Et puis le deuxième qui s'est déroulé donc au mois de juin 2022 en présentiel a mobilisé un peu plus de 100 participants. Donc l'ensemble des acteurs le souhaitant donc, ont pu avoir déjà une information sur notamment cette étude. Je vais présenter quelques résultats de l'étude et puis présenter également la méthodologie utilisée. Alors d'abord, pour un premier volet de l'étude, en fait, il y avait 3 phases dans l'étude. Une première phase qui consistait à évaluer les études passées, notamment Explore 2070, pour réaliser une analyse critique de ces études, identifier les axes d'amélioration possibles. Ensuite, on a un deuxième axe qui a consisté à évaluer le climat passé, donc au cours des dernières décennies jusqu'à aujourd'hui, et les effets induits sur la ressource en eau ces dernières années. Et puis le troisième axe est un axe prospectif, donc visant donc à évaluer l'évolution du climat jusqu'en 2100, et donc les impacts aussi sur la ressource en eau superficielle et souterraine. Alors, je vais présenter tout d'abord l'axe concernant l'analyse du climat passé et actuel. Donc, alors, en termes de méthodologie, donc, nous avons tout d'abord récupéré auprès de Météo France différentes données d'origine variée. Donc, les données Safran en particulier, donc les données modélisées, donc par maille, donc il y a à peu près 400 mailles à l'échelle du bassin de la Vienne. Donc, données qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de couvrir un nombre très important de paramètres, d'évaluer notamment l'humidité des sols, les différents paramètres liés aux températures, etc. Donc, on a eu de quoi s'amuser avec l'ensemble de ces paramètres. Et puis, on a utilisé également des données
mesurées à la station, hein, sur le territoire, les données observées SQR et les données dites homogénéisées, donc sur des séries longues, robustes. Avec l'inconvénient de ces données, c'est que déjà, elles concernaient un nombre de stations exploitables assez réduit sur le bassin, à peu près une douzaine. Et puis, les paramètres étudiés sont aussi restreints. Souvent, ça se limitait aux températures et à la précipitation. Bon, néanmoins, on a pu les exploiter dans la mesure du possible. Et aussi comparer avec les données Safran pour s'assurer aussi de la fiabilité des données Safran. Donc ça, c'est pour les données climatiques. En ce qui concerne les données hydrologiques et piézométriques, donc là, donc de façon très classique, hein, on a utilisé la banque hydro. Donc, et on a récupéré des données auprès des 123 stations hydrométriques du bassin de la Vienne, alors avec des chroniques de données très variées sur le territoire. Donc, globalement, on avait une trentaine de stations de chroniques de plus de 50 ans, donc qui ont été plus spécialement exploitées. Et puis, pour les données liées aux eaux souterraines, c'est la base sous-sol BRGM qui a été utilisée à l'échelle du territoire, mais sur des périodes relativement récentes. Le diaporama est en panne. Donc, je vais vous présenter quelques résultats de cette première phase de l'étude, à commencer par le paramètre température, donc c'est le graphique du haut, puisque c'est quand même un paramètre très démonstratif, donc température moyenne annuelle sur le territoire. Donc, ce graphique représente l'écart des températures par rapport à une normale calculée sur la période 1961-1990. Donc, on peut observer à partir de la fin des années 80 une augmentation quasi continue des températures. Et donc, si on prend l'ensemble de la chronique, qui débute dans les années 50, on observe donc une augmentation de la température de 1,86 degrés à l'échelle du territoire, là, sur une station. Donc là, on est sur des données homogénéisées, sur une station qui est à proximité de Limoges. Et en dessous, on a le même type de présentation, mais pour l'ETP cette fois. Et donc, de la même façon, au cours des 60 dernières années, on relève une augmentation de 20% de l'évapotranspiration, donc mesurée à l'échelle, enfin calculée à l'échelle du territoire, donc avec un facteur d'accroissement du stress hydrique sur l'ensemble du bassin lié à cette augmentation de l'ETP. Alors, les effets sur l'hydrosystème sont déjà significatifs. Donc, les débits moyens sont en baisse généralisée sur le bassin. Alors, la carte de droite présente l'évolution des débits mensuels minimum annuels, qu'on peut assimiler au débit d'étiage sur le territoire, sur les 30 dernières années, depuis les années 90. Et donc, de la même façon, on a une baisse des débits estivaux quasi généralisés sur le bassin, de l'ordre de 10%, et qui atteint jusqu'à 25% de baisse donc mesurée sur les têtes de bassin, qui sont les territoires les plus impactés sur le territoire. Quand on regarde de près l'ensemble des chroniques, puisque à ces cartes sont associés aussi l'ensemble des graphiques d'évolution des débits sur les dernières années, j'en ai pris deux à titre d'exemple. On voit donc, on mesure bien sûr cette baisse régulière au fil des années, avec une accentuation ces toutes dernières années, assez inquiétante d'ailleurs, qui se traduit aussi par les années extrêmement chaudes que nous avons connues là, depuis 2018. Alors, je vais maintenant passer donc, à la projection climatique et hydrologique aussi sur le territoire. Donc, en termes de méthodologie, comme pour le territoire de la Sioule, donc nous avons utilisé les données issues du portail DRIAS Climat, donc en retenant 5 modèles climatiques, donc la shortlist présélectionnée par Météo France, que nous avons exploité pour 2 scénarios du GIEC, donc le scénario dit médian, le RCP 4.5, et le scénario pessimiste, le 8.5. En ce qui concerne les projections des débits et des niveaux piézométriques, alors là, nous avons eu quand même un tâtonnement dans le cadre de l'étude. Initialement, il était prévu de travailler sur la base d'un modèle réservoir type pluie-débit classique.
Bon, avec l'inconvénient, c'est que l'ensemble de la composante souterraine n'était pas prise en compte dans le cadre de ce modèle. Donc, on a essayé d'envisager d'autres pistes. Et puis, nous avons eu l'opportunité de tester la modélisation Météo France SIM2, qui est issue d'un croisement de 3 modèles, donc qui permet de simuler les écoulements à la fois d'eau superficielle, mais aussi d'eau souterraine, puisqu'il y a un réservoir conceptuel qui est associé. Et ça permet de prendre également en compte différentes couches de sol, donc l'occupation des sols sur le territoire. Donc, nous avons testé cette méthodologie, que nous avons comparée aussi à une renaturalisation algébrique des débits des cours d'eau du bassin de la Vienne. Donc, on a vu que les résultats ne collaient pas trop mal. Donc, après quelques corrections des données, donc, nous avons appliqué de façon généralisée ce modèle à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Vienne, en y appliquant donc, les scénarios climatiques mentionnés précédemment, donc le RCP 4.5 et 8.5. En ce qui concerne les eaux souterraines, on a quand même approfondi la question avec un modèle donc, davantage dédié au suivi des niveaux des nappes, donc le modèle Gardenia, que l'on a testé sur 5 piézomètres représentatifs à la fois issus du socle et puis de la partie sédimentaire du bassin. Bon, avec des résultats qui sont plus mitigés pour ce type de modèle. Alors, quelques représentations donc, ici de cette étude. Donc, le graphique du haut représente l'évolution des températures donc, entre 1950 et 2100. Donc, bon, ce que l'on observe, si on prend un jalon au niveau de 2050, donc pour les 2 scénarios du GIEC étudiés, donc le RCP 4.5 apparaît en orange sur les cartes et le 8.5 en rouge. Donc pour les 2 scénarios, donc, on a une augmentation respective de 1,6 à 2,5 degrés donc à l'horizon 2050. Et puis donc cet écart se creuse plus on se rapproche de la fin du siècle, avec une augmentation de température très importante, notamment dans le scénario pessimiste, de 5,1 degrés. Et donc, on compare à la période 1976-2005. Alors, en dessous, les graphiques qui sont tout petits et peut-être difficilement lisibles concernent là les précipitations. Alors, je n'en ai pas parlé pour la partie climat passé et actuel parce que le signal n'est pas significatif, en fait, donc y compris entre les saisons. C'est différent dans la projection, puisque là, on mesure donc des étés de plus en plus secs et inversement des hivers de plus en plus pluvieux, avec aussi une augmentation significative des débits, notamment sur la partie aval du bassin de la Vienne. Alors, ces évolutions finalement de paramètres climatiques nous amènent à considérer un glissement progressif du climat du bassin de la Vienne, qui est actuellement caractérisé par un climat océanique altéré, avec une influence montagnarde sur la partie tout à fait amont du bassin. Donc, les températures moyennes en plaine sont de l'ordre de 13 degrés aujourd'hui sur le territoire, vers un climat donc, à dominante méditerranéenne, avec donc, des étés plus chauds, plus secs, des températures supérieures de 2 degrés, et ce, à l'horizon 2050. Donc, quand même une mutation, disons, dans des conditions climatiques majeure sur un laps de temps relativement court. Et donc, l'impact se traduit aussi à l'échelle de l'hydrographie du bassin de la Vienne, avec donc un effet très net sur la baisse des débits. Donc, la carte qui est affichée à l'écran présente toujours les débits moyens mensuels annuels. Donc, pour le scénario RCP 4.5, le scénario médian, et on compare 2 périodes, 2000-2020, donc la période actuelle, avec la période 2040-2060. Et ce que l'on mesure, donc après application de la modélisation SIM2, notamment en intégrant l'évolution des paramètres climatiques, donc c'est une baisse, là encore, généralisée des débits, donc sur la partie aval de l'ordre de -20, -30% par rapport à la situation actuelle, et sur la partie amont, donc la partie de socle, la partie granitique relevant du massif central, on est sur des baisses pouvant atteindre de -50% sur le territoire. Donc, -50%, ce sont des impacts très forts sur l'ensemble de l'hydrosystème, impact également très fort sur les usages du territoire.
Alors, l'ensemble des résultats de cette étude donc, ont été diffusés, donc sont mis en ligne sur notre site internet, vous pouvez y accéder. Donc, ils sont présentés sous forme de fiches, hein, toujours dans cette préoccupation donc, de rendre accessible l'ensemble des éléments au plus grand nombre. En fait, on a procédé de cette façon-là avec des fiches réduites, didactiques, mais bon, quand même suffisamment renseignées pour bien appréhender l'évolution du climat sur le territoire. Et donc, pour terminer, je veux dire quelques mots sur le volet plus opérationnel de notre stratégie d'adaptation au changement climatique. Et donc, en égrénant un peu quelques actions. Alors, la première action que nous menons, et on est investi totalement en ce moment dans cette action, c'est la sensibilisation des acteurs aux enjeux du dérèglement climatique. Et donc, notamment, il s'agit de valoriser tous les résultats de cette étude, donc à travers les réseaux sociaux, à travers notre site internet, à travers différentes interventions dans des webinaires, des colloques, des réunions publiques, etc. Donc, on intervient également auprès des médias, notamment de France 3 local. Hein. On a pu réaliser 3 émissions sur plateau cette année pour présenter l'ensemble des travaux que nous réalisons sur le territoire. Le deuxième axe, pour être cohérent donc sur notre axe principal qui consiste à mettre la thématique de l'adaptation au changement climatique comme axe directeur de l'EPTB, c'est de décliner dans tous les outils que nous portons, donc les SAGE, les PAPI, les contrats territoriaux et sur tous les outils auxquels nous participons, la thématique de l'adaptation au changement climatique, de la gestion quantitative, donc de façon généralisée. Nous portons également une action qui s'adresse aux communes et aux intercommunalités, où nous avons monté un programme pour les aider à réaliser des économies d'eau au niveau de leurs équipements publics, donc les bâtiments ou les espaces publics, donc c'est-à-dire concrètement les écoles, les cantines, les gymnases, les terrains de sport, etc. Donc on réalise un diagnostic de l'ensemble de ces équipements pour identifier les gisements d'économies possibles et ensuite nous proposons un plan d'action pour réaliser des économies, donc qui portent soit sur des solutions techniques d'adaptation, soit sur des changements de pratiques d'usage à l'échelle de ces collectivités. Et puis, donc, pour terminer, donc, nous travaillons également sur la thématique des plans d'eau, qui est une thématique importante sur le bassin de la Vienne. Hein. C'est un territoire qui compte une densité de plans d'eau très importante. Et donc, nous proposons d'accompagner les propriétaires de plans d'eau qui souhaiteraient supprimer leur plan d'eau, donc à travers un accompagnement technique, administratif et financier, puisqu'on a créé un outil, une prime à la suppression des plans d'eau à l'échelle du territoire. Voilà, rapidement, brosser l'ensemble des actions que nous développons sur le territoire. Je vous remercie. Merci à vous, Stéphane, pour cette présentation également. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'on a été un peu gourmand, donc c'était deux grosses présentations, mais très intéressantes. On n'a pas énormément de temps pour d'éventuelles questions. Peut-être une remarque ou une question, si besoin, par les participants. On prend une ou deux questions. Pour le moment, je ne vois rien dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Toutes les informations qui ont été données vont être disponibles sur le site du CRESEB dans l'article dédié au webinaire, les liens vers les différents documents qui ont été présentés également. Dès que le livre blanc dont a parlé Jean-Philippe et le guide seront finalisés et disponibles, les liens seront également disponibles sur le site et puis on en parlera, on vous en parlera. Donc, j'ai toujours pas, peut-être Josette. Oui, bonjour, Josette Launay du CRESEB. C'est une question pour Stéphane. Quand vous avez parlé des débits d'étiage naturels, si j'ai bien compris, qui étaient modélisés, les débits futurs. Donc, est-ce que c'est en lien avec les résultats d'Explore 2 que vous avez pu intégrer? C'est bien ça par rapport, c'est pour faire le lien parce que j'avais suivi aussi la présentation d'il y a 15 jours. Donc, c'est ces résultats-là qui ont pu être, ou ce modèle qui a pu être intégré dans votre étude?
Disons, alors effectivement, je pense que Jean-Philippe saura mieux répondre que moi, mais je pense que ce modèle, effectivement, est fléché pour être utilisé, me semble-t-il, dans Explore 2. Disons que là, en fait, il a été pour l'instant peu utilisé. Il y a eu une expérimentation sur la Meuse, hein, si j'avais bien suivi. Donc, on l'a testé, nous, sur notre territoire, avec des résultats qui étaient finalement relativement probants. Donc, c'est une composante de 3 modèles, hein, qui ont été associés. Disons, on l'a utilisé un peu en avant-première sur le bassin de la Vienne, à une échelle peut-être plus fine aussi que celle qui sera restituée dans le cadre d'Explore 2. Mais je laisse peut-être Jean-Philippe poursuivre. Oui, il se trouve que ce modèle, en fait, qui est développé par Météo France, c'était le premier à avoir des résultats disponibles en climat futur. Donc, c'est pour ça que ça a pu être utilisé par Stéphane et le PTB Vienne. Il faut savoir que dans le projet Explore 2, en fait, on considère un ensemble de 6 à 7 modèles hydrologiques, donc qui vont permettre d'avoir des visions différentes de la transformation, de la traduction en fait, du changement climatique en changement hydrologique, parce que tous les modèles hydrologiques n'ont pas les mêmes propriétés en fait. Donc voilà, donc ça sera beaucoup plus riche à la fin, mais effectivement, ce modèle participe à l'exercice d'intercomparaison Explore 2. Bon, merci. Écoutez, merci à vous 3 pour vos participations et interventions et présentations de vos études. Juste 2 petits rappels. On se retrouve le 16 décembre pour un webinaire plutôt porté sur les projets Fermadapt et Climavège et les actions notamment menées sur tout ce qui touche à la préservation de la ressource dans le cadre de ces projets-là. Et en janvier, un webinaire sur la tâche 3 du projet Berceau. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de notre heure. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt, en tout cas, et bonne fin de journée à tous.